afin que vous puissiez en saisir les implications concrètes. À cet effet, nous avons l'honneur de vous introduire M. Larry Gérard, juriste fiscaliste au sein du cabinet, qui va nous accompagner dans l'analyse des principales mesures de cette loi et de leur impact. Pour des questions d'organisation et de la gestion efficiente du webinaire, nous optons de recueillir vos questions à la fin de la présentation. Je vous remercie de votre présence et vous souhaite un excellent webinaire. Sans plus tarder, je cède la parole à M. Larry. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, cher Primus, pour le mot introductif. Bonjour, chers participants. Merci à vous d'être là. Comme Primus vient de le dire, nous sommes là pour ce webinaire qui porte sur le thème lecture analytique de la loi de finances exercice 2026, innovation, mutation et implications pratiques. La présentation va se faire selon le sommaire que vous voyez là. Introduction. En grand 1, nous avons les innovations de la loi de finances exercice 2026. En grand A, les innovations des dispositions propres à la loi de finances 2026. En grand B, nous aurons les innovations apportées dans le Code général des impôts et le livre des procédures fiscales. Les innovations apportées, en petit 1, les innovations apportées dans le CGI, le Code général des impôts. Les innovations apportées dans le livre de procédure fiscale en petit 2. En grand 2, nous allons aborder les modifications des mesures propres à la loi de finances, des dispositions du Code général des impôts et du livre de procédure fiscale. Nous aurons en grand A les modifications des mesures propres à la loi de finances. En grand B, les modifications du Code général des impôts et en grand C, les modifications du livre des procédures fiscales. Et nous allons clore avec la conclusion. Donc, ainsi présenté, ainsi le sommaire présenté, nous passons à l'introduction. Afin d'assurer l'accomplissement de ces missions régaliennes, l'État doit disposer de ressources financières suffisantes. À cet effet, un budget est élaboré et adopté chaque année pour l'exercice suivant. Ce budget est voté par le Parlement à travers l'adoption de la loi de finances. Au-delà de la prévision budgétaire, la loi de finances intègre également des dispositions fiscales et douanières. En pratique, elle constitue un instrument par lequel le législateur procède régulièrement pour innover et modifier les dispositions du Code général des impôts, si après désigné CGI, du livre des procédures fiscales, si après désigné LPF, ainsi que du Code des douanes nationales. Ainsi, la loi de finances exercice 2026, si après désigné LF 2026, a introduit à la fois des innovations et des modifications des dispositions du CGI et du livre des procédures fiscales sur lesquelles nous nous appesantirons au cours de ce webinaire. Notre analyse s'articulera autour de deux axes principaux. Les innovations apportées à la loi de finances exercice 2026 et les modifications intervenues dans ces dispositions propres dans le CGI et le livre des procédures fiscales.
En grand 1, nous avons les innovations de la loi de finances exercice 2026. Les innovations de la loi de finances sont de 2 ordres. Celles relatives aux dispositions non codifiées, c'est-à-dire qui sont propres à la loi de finances elle-même, et celles contenues dans le Code général des impôts et le livre des procédures fiscales. Les innovations des dispositions propres à la loi de finances 2026. La loi de finances prévoit bien souvent des mesures fiscales et douanières exceptionnelles qui ne sont incorporées ni dans le Code général des impôts, ni dans le livre des procédures fiscales, ni dans le Code des douanes nationales. Il en est ainsi des mesures reconduites, mais surtout des mesures nouvelles qui font l'objet de notre présentation. À travers des mesures nouvelles prévues dans le livre de procédure et dans la loi de finances exercice 2026, le législateur vise à promouvoir des secteurs d'activité et à faciliter l'applicabilité des règles fiscales. 4 mesures nouvelles sont apportées par le livre de procédure et la loi de finances. Avant de se pencher sur les innovations apportées aux mesures exceptionnelles, il nous semble judicieux de rappeler les mesures reconduites. En effet, comme je le disais tantôt, la loi de finances intègre des dispositions fiscales et douanières qui lui sont propres. Et à chaque année, on reconduit, puisque ces mesures sont prévues pour l'exercice fiscal d'une année. L'année 2025, il y avait déjà des mesures, ces mesures qui ont été reconduites en 2026. Donc, voici ces mesures qui ont été reconduites. Nous avons le prélèvement national de solidarité, le prélèvement de l'Union africaine, avantages fiscaux et douaniers sur l'importation ou la vente des véhicules, des motocycles électriques neufs, ainsi que les batteries destinées à l'industrie. Régime fiscal dérogatoire applicable aux opérations de restriction des entreprises en difficulté. Le régime de précompte ou de retenue à la source de la TVA, la suspension de l'application de la taxe sur les véhicules à moteur, sur les véhicules à usage commercial affectés au transport de marchandises et des personnes, avantages fiscaux et douaniers sur l'importation ou la vente des machines, matériels et engins de bâtiments et travaux publics, réduction des droits d'accise pour la commercialisation des produits naturels par les PME, PMI locales certifiées par les organes d'État dûment habilités. Le régime douanier dérogatoire pour le gasoil destiné aux machines des industries. En réalité, il y reste 2 qui ont été reconduites mais modifiées. Mais nous allons les aborder à la suite. Donc, les mesures reconduites ainsi présentées, nous passons aux mesures nouvelles. Comme mesure nouvelle, nous avons l'exonération de la TVA pour le secteur de l'élevage et de la pêche. Donc, pour promouvoir ce secteur d'activité, le législateur a donc pris une disposition ou bien une mesure qui consiste en l'exonération de la TVA pour les produits locaux de l'élevage et de la pêche transformés localement par des exploitants enregistrés auprès des autorités compétentes, ainsi que des proventes des aliments composés destinés à l'alimentation des produits locaux de l'élevage et de la pêche. Donc, ce que nous avons une exonération de la TVA de façon, disons, binaire, c'est-à-dire aussi bien pour les produits locaux de l'élevage et de la pêche transformés. Donc, la condition, c'est que les produits de l'élevage et de la pêche soient transformés par des exploitants enregistrés auprès des autorités compétentes. Donc, des produits transformés et transformés par des exploitants enregistrés, aussi bien des proventes et des aliments pour l'alimentation de ces produits locaux. Donc, nous percevons que cette exonération introduite
par le législateur vise à promouvoir, à encourager la transformation et à rendre compétitifs les produits locaux transformés. Et cette mesure, on la trouve dans l'article 18 de la loi de finances exercice 2026. Donc, vous allez constater qu'il y aura un arrêté pour déterminer les modalités d'application. Voilà. Ainsi, nous passons à la deuxième mesure, nouvelle mesure que nous avons titrée « Le paiement différé des droits d'enregistrement ». En réalité, les droits d'enregistrement, ils ont un régime, celui du paiement lors de la présentation ou bien lors de la procédure d'immatriculation. C'est-à-dire que si tu veux procéder à un enregistrement, dès que tu présentes le document à enregistrer, les droits dus sont payés automatiquement lors de la formalité. Sauf qu'avec cette mesure, l'État ou bien le législateur a donné une possibilité aux jeunes et aux femmes bénéficiaires ou bien plutôt attributaires des marchés publics réservés. Parce que dans la législation togolaise, il a été prévu 25% des marchés publics réservés aux jeunes et aux femmes. Donc, la procédure d'enregistrement requérant beaucoup de financement ou bien beaucoup d'argent pour faciliter les jeunes et pour faciliter cet enrichissement pour les jeunes et les femmes. Donc, on a différé ce paiement. Sauf que le paiement doit être, le bénéfice de cette mesure doit être fait sur demande. Donc, c'est conditionné à la demande de l'attributaire. Il faut demander à ce que la mesure te soit applicable avant d'en bénéficier. Cette mesure, quand même, permet ou bien n'exclut pas le fait de payer un acompte d'un minimum de 5 000. Donc, vous payerez 5 000 lors de la procédure d'enregistrement et après, ça sera considéré, bon, c'est un acompte, ça sera déductible du reste des droits dus. Et les droits dus seront payés par retenue à la source au moment du paiement, soit du premier acompte ou soit de l'avance de démarrage. Donc, les deux modalités de versement des montants pour la réalisation du marché, nous avons l'avance de démarrage et le premier acompte. Donc, lorsque vous bénéficiez plutôt de l'avance de démarrage ou du premier acompte, c'est en ce moment qu'il sera pratiqué une retenue au trésor lors du paiement. Ces dispositions sont prévues dans l'article 19 et là encore, il y aura un acte réglementaire pour définir les modalités d'application. Nous passons ainsi sur la troisième mesure qui est l'institution d'un crédit d'impôt pour les entreprises employeuses. En effet, cette mesure vise à encourager l'employabilité des personnes en situation de handicap. La mesure consiste à quoi? À un crédit d'impôt d'une valeur de 120 000 par salarié et par année. Voilà. Et ce crédit d'impôt est imputable sur l'IS et l'IR, nous pensons catégorie d'affaires. Et d'ores et déjà, la disposition parle de IS, IR et minimum forfaitaire. Donc, par analogie, nous pensons que les entreprises qui sont à la TPU ou bien sous le régime de la TPU ne seront pas éligibles. Quoi qu'il en soit, il y a un acte réglementaire qui sera prévu pour définir les modalités. Mais les conditions de bénéfice de cette mesure ou bien de cet avantage
en crédit d'impôt sera qu'on soit dans une situation où on emploie une personne en situation de handicap sous un contrat CDI ou un contrat CDD d'une durée minimum de 12 mois. D'une durée minimum de 12 mois. Et l'entreprise qui souhaite bénéficier doit être un bon élève en matière de respect des législations fiscales, sociales et du travail. Donc, cette disposition ou bien cette mesure est prévue par l'article 20 de la loi de finances 2026. Et il faut préciser aussi que l'imputabilité du crédit d'impôt à une durée est reportable sur 5 ans, sous la condition que pendant cette période, l'employé en situation de handicap soit toujours dans l'entreprise. C'est-à-dire, si vous bénéficiez d'un crédit d'impôt de 120 000 et que sur toute l'année, vous n'arrivez pas à devoir un impôt sur lequel ce crédit est imputable de 120 000, le reste, le reliquat est reportable sur l'année suivante et sur 5 ans en fait. Mais pendant les 5 ans, la condition, c'est que le salarié demeure employé dans l'entreprise. Donc, pour la 4e et dernière mesure nouvelle, propre à la loi de finances, nous avons l'institution d'une nouvelle taxe sur l'exportation. Donc, il est institué une taxe sur l'exportation des noix de cajou brut, des graines de soja et des noix de karité. Le tarif est compris entre 1 franc et 100 francs par kilogramme selon les modalités définies par voie réglementaire. Cette taxe est due du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Donc, nous précisons que la spécificité des faits mesures, c'est qu'elles sont applicables sur la période du 1er janvier au 31 décembre, sous la condition peut-être dans les années suivantes d'être reconduite. Donc, les mesures nouvelles ainsi présentées, nous faisons le récap. Nous avons donc le paiement différé des droits d'enregistrement, le crédit d'impôt pour l'emploi des personnes en situation d'handicap et nous avons la taxe sur l'exportation. Nous avons la taxe sur l'exportation et enfin le crédit d'impôt pour les entreprises. En grand B, nous avons les innovations apportées dans le Code général des impôts et le livre de procédure fiscale. Donc, nous avons les innovations apportées dans le Code général des impôts. Nous avons l'imposition des gains de jeux de hasard. En fait, le législateur a apporté une nouvelle imposition ou bien une nouvelle matière imposable pour élargir l'assiette fiscale nationale. Nous avons les gains tirés par les joueurs de jeux de hasard effectués en ligne ou non, organisés à titre professionnel par les loteries, maisons de jeux et toutes autres entités. Et toute autre entité. Donc, cet impôt n'est pas dû lorsque le gain est inférieur à 500 000. Donc, lorsque le gain tiré du jeu des hasards est inférieur à 500 000, l'impôt n'est pas dû. Et l'impôt est payé sous retenue ou bien par la modalité de la retenue à la source
et qui est libératoire d'un taux de 5% du montant des gains. Sur cette mesure, nous pensons que, comme critique, peut-être que le législateur, en introduisant cette imposition dans le cadre des bénéfices non commerciaux qui sont, eux, normalement imposés après déduction des charges à 30%, nous pensons qu'il y a peut-être une inégalité ou l'irrespect du principe de l'égalité devant l'impôt qui veut que deux contribuables qui sont dans la même situation ou bien qui sont sous le même régime soient imposés de la même manière. Donc, peut-être qu'il aurait été bien de créer peut-être une taxe spécifique pour la déterminer. Passons à la fixation de la détermination de la valeur locative des terrains. En réalité, pour le paiement de la taxe foncière, on a besoin de la valeur locative de l'immeuble qui fait objet de cet impôt. Et il y a plusieurs méthodes de détermination de la valeur locative. On peut citer, par exemple, la valeur locative prévue dans le contrat ou bien dans le bail. Donc, parmi ces méthodes, le législateur a innové en apportant une solution pour déterminer la valeur locative des installations commerciales et industrielles inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise. La valeur locative, pour être déterminée, il faut appliquer le taux de 6% de la valeur vénale des locaux et installations, y compris les terrains, les installations et les agencements incorporés à la construction. Donc, c'est un peu ça l'innovation. C'est une méthode qui a été améliorée ou bien qui a été prévue de plus que les méthodes qui existaient. Nous avons la création de nouveaux droits fixes. Donc, le législateur a prévu de nouveaux droits fixes pour les prestations rendues par le service de la conservation foncière. C'est essentiellement les droits de photocopie et de certification de documents, le droit descriptif et des renseignements, le droit fixe pour toutes les opérations de la conservation foncière. Alors, les innovations du Code général des impôts ainsi présentées, nous passons aux innovations apportées dans le livre de procédure fiscale. Nous avons le rescrit fiscal. Le rescrit fiscal qui est en soi la réponse apportée par l'administration fiscale sur une question d'interprétation de la loi ou sur une situation que présente un contribuable pour pouvoir savoir comment s'y prendre ou bien quelles dispositions appliquer et quelles mesures prendre pour ne pas aller à l'encontre des dispositions fiscales. Donc, cette mesure est prévue. Avant, le rescrit fiscal n'était pas codifié. Donc, le législateur, par la loi de finances 2026, vient définir un nouveau régime pour le rescrit fiscal, ou bien du moins vient instituer le régime fiscal du rescrit fiscal. Et c'est fait sur la demande du contribuable et dans des situations bien prévues, ou du moins dans certaines conditions qui sont avant la réalisation d'une opération ou avant la déclaration une déclaration envisagée et avant la date d'exigibilité de l'impôt à défaut de la déclaration. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous avez une opération à mener. Vous vous posez la question de savoir si il faut adopter telle situation ou telle autre. Et vous avez une déclaration à faire. Vous ne savez pas, au regard des textes, vous avez des problèmes d'interprétation. Vous ne savez pas comment s'y prendre parce que
nous rappelons que le régime fiscal en droit togolais, c'est un régime déclaratif auto-liquidé qui consiste ou bien qui laisse la latitude au contribuable de procéder lui-même à la déclaration de ses impôts et au paiement. Donc, quand vous vous trouvez dans une situation où vous ne savez pas comment s'y prendre, il faut adresser une demande d'explication ou d'interprétation de la loi à l'administration fiscale qui répond par rescrit. Donc, le rescrit est opposable à l'administration fiscale si le contribuable respecte les conditions dans lesquelles, ou bien si les conditions dans lesquelles présentées par le contribuable sont respectées lors de l'application du rescrit fiscal. Donc, le rescrit fiscal reste dans le contexte dans lequel il a été défini. Donc, l'administration fiscale dispose donc de 3 mois pour répondre à la demande du contribuable. Sauf que le législateur n'a pas prévu si, en cas de défaillance ou bien de silence de l'administration, après 3 mois, quelle sera la situation du contribuable si elle était obligée de prendre une décision en dépit du silence de l'administration fiscale. Donc, le rescrit fiscal vient alors conforter ou bien faciliter aux contribuables ou bien permettre aux contribuables d'éviter peut-être des redressements à l'avenir et de toujours prendre la précaution de demander à l'administration fiscale comment il faut s'y prendre. Donc, en cas de modification de l'interprétation par l'administration fiscale, il lui incombe d'informer le contribuable. Donc, c'est après information du contribuable que le contribuable, si elle continue à appliquer l'ancienne interprétation faite par l'administration fiscale, qu'elle ne sera pas admise. C'est-à-dire, si vous avez obtenu un rescrit fiscal qui prévoit que tel impôt doit être payé de telle manière ou de telle manière, et vous l'appliquez, et que l'administration fiscale revenait sur son interprétation, il a le devoir d'informer le contribuable pour rendre opposable cette nouvelle interprétation au contribuable. Nous passons à la deuxième innovation contenue dans le livre de procédure fiscale qui est la facturation électronique. Donc, avec la loi de finances exercice 2026, le législateur a prévu la facturation électronique, ce qui implique l'abandon de la facture sous format papier. Donc, avec la loi de finances exercice 2026, nous passons maintenant à la facturation électronique entre les redevables de la TVA. Voilà. Donc, la facture électronique certifiée s'entend de toute facture créée, transmise, reçue et archivée sous forme électronique, quelle que soit la solution ou la technique utilisée, dès lors qu'elle respecte les exigences légales et réglementaires en vigueur. Donc, la procédure d'élaboration de la facture électronique est laissée au libre arbitre du contribuable. Donc, c'est au contribuable de définir comment présenter sa facture électronique, quitte à être toujours dans une position où, lorsque l'administration demande le transfert de ces documents, qu'elle puisse les transférer et que ces documents soient utilisables pour l'administration fiscale. Donc, cette pratique permettra à l'administration d'obtenir à tout moment les données lorsqu'il les souhaite. Voilà, c'est ça. Et ça va faciliter aussi la traçabilité de la TVA. Toutefois, la facturation sur papier demeure jusqu'à ce que l'acte réglementaire précise les modalités d'application de la facture électronique.
nous passons à la retenue sur les gains tirés des jeux de hasard. Donc, dans la continuité de la prévision de l'imposition des gains tirés suite aux jeux de hasard, le législateur a prévu la modalité de perception de cet impôt et la retenue est de 5% pratiquée par l'organe qui est chargé de payer, c'est-à-dire les maisons de jeux, les loteries qui sont chargées de payer. Donc, avec toujours à l'idée, ou bien dans l'idée de savoir que c'est seulement les gains qui sont supérieurs à 500 000 qui sont imposables. Donc, cette retenue sur le même régime des retenues qui impose qu'elle soit reversée le 15 du mois suivant le mois au titre duquel il a été pratiqué. Elle a été pratiquée plutôt. Nous passons à la troisième mesure qui est les mesures conservatoires, la prévision des mesures conservatoires. Donc, cette mesure vise à renforcer les garanties de recouvrement de l'administration fiscale face à certains contribuables dans les situations où le recouvrement est menacé. C'est-à-dire, on prend l'exemple, il est prévu même que ce soit les contribuables qui sont constamment en train de changer leur domicile de façon fortuite ou bien de façon délibérée, ou bien pour éviter de faire face à l'organisation de l'insolvabilité de certains contribuables. Et donc, nous avons l'inscription provisoire d'hypothèque, la saisie conservatoire sur les biens meubles, les créances et les droits associés, les valeurs, la suspension de tout paiement en vertu des créances détenues et la fermeture administrative. Toute saisie conservatoire doit être autorisée donc, par le commissaire des impôts. Donc, ainsi, voilà les innovations contenues dans le livre ou bien apportées par la loi des finances R6 2026. Nous passons donc à la deuxième partie de notre présentation qui est consacrée aux modifications des mesures propres à la loi de finances, des dispositions du Code général des impôts et du livre de procédure fiscale. En grand 1, nous avons les modifications des mesures propres à la loi de finances. Donc, je le disais tantôt, lorsque je présentais les mesures reconduites, il y a cette mesure qui est reconduite, mais qui a été modifiée. Il s'agit de la taxe, la perception de la taxe de laissez-passer qui est imposée aux voitures de tourisme qui entrent sur le territoire togolais et immatriculés dans un pays étranger. Cette taxe était de 7 000, elle passe à 20 000 avec la précision que la taxe payée à 20 000 permet, sous un séjour de 30 jours, pendant lequel la voiture peut faire des allers-retours de façon, des entrées multiples, voilà, sur le territoire. Et on a conservé aussi le montant de 7 000, sauf que maintenant, elle est appliquée à l'entrée unique. Avant, on était à 7 000 pour plusieurs jours de séjour. Maintenant, on passe à 7 000 pour l'entrée unique et à 20 000 avec entrée multiple. La durée de séjour des véhicules autonomes de transport de marchandises passe à 15 jours, précédemment fixé à 5 jours.
sous le paiement d'une taxe de 7 000 également. Passons à la définition des matériels agricoles. Donc, il est prévu aussi une exonération de l'importation du matériel agricole. Donc, c'est une mesure reconduite dans la loi de finances exercice 2026, sauf que il était prévu dans la loi de finances exercice 2025 cette exonération sans la définition de ce qu'on pouvait entendre par du matériel agricole. Donc, le législateur s'est conformé à la définition prévue par le tarif extérieur commun de la CEDEAO qui est utilisé dans le cadre du droit douanier. Les modifications de la loi, des dispositions ou bien des mesures de la loi de finances ainsi présentées, nous passons aux modifications prévues ou bien apportées dans le Code général des impôts. La modification, nous avons la modification de la définition de l'établissement stable. Donc, sur le principe de la territorialité, il est prévu une disposition qui s'applique à ce qu'on appelle l'établissement stable, qui est l'un des critères sur lesquels l'administration fiscale, ou bien, oui, l'administration fiscale se base pour imposer des revenus obtenus par une entité étrangère qui a un chantier de construction ou d'installation et de projet de montage et les activités de supervision. Donc, précédemment, il était prévu une durée limite de 6 mois. Donc, si vous avez un projet ou bien un projet de construction ou un chantier de construction qui s'établit sur 6 mois, plus de 6 mois, l'établissement stable était déjà effectif sur le territoire togolais et c'était conforme au règlement de l'UEMOA visant à éviter la double imposition. Sauf qu'avec la loi de finances exercice 2026, le législateur a réduit cette durée qui passe à 3 mois. Donc, la critique que nous avons portée sur cette nouvelle modification, c'est qu'elle est contraire au règlement de l'UEMOA. Or, en matière de droit communautaire ou de droit international, les textes internationaux priment sur les lois nationales et la spécificité du règlement, c'est qu'elle est d'applicabilité directe. En réalité, elle a valeur de loi sur le territoire de la communauté. Donc, c'est en réalité une violation de ce règlement. Sauf que cette disposition ou bien cette modification ne fait pas du Togo un premier, peut-être mauvais élève en matière d'application de droit communautaire, puisque le législateur béninois, je pense, depuis 2024, a prévu la même mesure. Et cette mesure, en réalité, est prise pour éviter, parce que ce que l'administration fiscale a constaté, c'est que les entreprises étrangères essaient d'émietter ou bien de programmer de telle sorte que pour un projet qui doit être réalisé sur plusieurs, ou bien sur une durée de plus de 6 mois, on préfère le scinder en plusieurs projets et venir le réaliser, ainsi optimiser sur l'imposition des revenus ici. Et cela empêche l'administration fiscale de pouvoir rassembler les recettes nécessaires pour l'exécution des missions régaliennes de l'État. Passons à la précision des redevables de l'impôt minimum forfaitaire de 2%. Donc, ça, c'est juste des précisions de termes où l'article 120 modifié, ou bien l'article 120 antérieur n'avait pas prévu de façon expresse le terme des contribuables redevables de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés. Elle s'était bornée à ajuster les contribuables qui sont dans l'importation de véhicules d'occasion en vue de les revendre. Donc,
elle est venue donner juste une précision au niveau de l'article 120. Nous passons à la redéfinition de l'assiette de la taxe sur les entreprises de télécommunications et les technologies de l'information et de la communication. En effet, cette taxe, la base imposable de cette taxe était constituée de quasiment tout le chiffre d'affaires et le législateur a entrepris de réduire l'assiette fiscale pour cette taxe en permettant la déduction des charges d'interconnexion, d'accès et de partage payés à d'autres opérateurs titulaires de licence au Togo. Donc, avant, il était question d'appliquer ou bien de payer la taxe sur le chiffre d'affaires réalisé totalement sans déduction des charges d'interconnexion payées aux autres opérateurs titulaires de la licence au Togo. Donc, c'est une réduction de l'assiette ou bien de la base d'imposition de la technique. Il y a nous avons la modalité de mise en œuvre par acte réglementaire. Donc, il était prévu la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de services électroniques étrangères. Et la loi de finances exercice 2026 vient préciser qu'il y aura un acte réglementaire pour préciser les modalités ou bien les modalités d'application de ce mécanisme de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, cet acte réglementaire permettra donc la mise en œuvre effective de la collecte de cette TVA. L'exclusion de déduction de la TVA. En effet, antérieurement, il était prévu une exclusion de déduction de la TVA sur les TVA greffant les dépenses de logement, d'hébergement, de restauration et de déplacement, de spectacle, sur les dépenses engagées pour le compte des dirigeants et du personnel. Par interprétation, on devait comprendre que cette TVA n'était pas déductible lorsqu'elle est engagée, les dépenses sont engagées pour les dirigeants et le personnel. Donc, par interprétation large, puisque la loi n'ayant pas exclu, donc cette dépense, la TVA greffant les dépenses engagées pour les tiers pouvait être déduite. Cette fois-ci, elle est venue préciser en supprimant le groupe de mots, les dirigeants et le personnel, rendant ainsi cette exclusion de déduction générale pour toutes les dépenses de la même nature. Nous avons la précision sur le type de décision de justice soumise à enregistrement. Précédemment, il était question d'enregistrer les décisions de justice qui prévoyaient ou bien qui condamnaient à des dommages-intérêts. Ici, la loi de finances exercice 2026 est venue donner des précisions sur les décisions qui sont soumises à enregistrement, qui sont soumises à enregistrement. Il s'agit des décisions passées en force de chose, de la chose jugée, c'est-à-dire que c'est des décisions qui sont définitives, qui ne souffrent d'aucun ou bien qui ne peuvent plus faire objet de recours devant les juridictions. Les droits d'enregistrement dus pour l'acquisition d'une portion de biens indivis. Donc, le législateur a décidé d'imposer l'acquisition d'une portion des biens indivis au même titre que le transfert
de propriété immobilière. C'est-à-dire, elle a, bon, pour la licitation, c'est-à-dire, quand il s'agit d'un immeuble individu et qu'il y a licitation, le produit de cette licitation doit être obtenu par un individu, par exemple, doit être enregistré au même titre ou bien est soumis au même droit d'enregistrement que le transfert de propriété immobilière. Donc, avant, il était soumis à un droit au taux de 5%. Maintenant, il passe au droit prévu par l'article 443 du Code général des impôts. Le reclassement des droits d'enregistrement et de la conservation foncière. En réalité, il était prévu avant la fusion de la perception des droits d'enregistrement et des droits de la conservation dus au titre de la conservation foncière. Mais cette façon de faire a amené à une confusion sur, disons, le droit, les droits dus au titre de l'enregistrement et les droits de l'immatriculation foncière. Ainsi, il a fallu réécrire les articles 443 et 641 pour les dissocier. Donc, l'article 443 avait concentré aussi bien les droits d'enregistrement et les droits de l'immatriculation foncière. Donc, ça a créé une confusion dans la gestion des montants imposés ou bien des montants, des recettes perçues par l'administration fiscale. Donc, il est question de les répartir de nouveau. Donc, ça a mené à la réécriture de l'article 443 et 641 du Code général des impôts. Donc, il n'y a pas vraiment une modification conséquente, c'est juste des précisions ou une réécriture de ces textes. Donc, nous passons au grand C, les modifications du livre des procédures fiscales. Nous avons la conformité et précision des termes sur les entités à but non lucratif. Donc, le législateur a décidé de s'aligner sur la définition du système comptable prévu dans l'acte uniforme relatif au droit comptable des entités à but non lucratif. Donc, c'est des précisions de termes et le législateur a décidé de rattacher la définition prévue dans l'acte uniforme par rapport aux entités à but non lucratif sur le système minimal de trésorerie ou le système normal de trésorerie. Avant, il avait consacré juste sans donner de précision. Donc, maintenant, on passe aux dispositions prévues par l'acte uniforme en réalité. Donc, les articles suivants ont été modifiés conséquemment. Et vu que nous sommes maintenant dans le dépôt de façon virtuelle des états financiers, il a été supprimé aussi l'obligation de déposer 5 exemplaires des états financiers et ainsi de suite. Ce qui a modifié et ce qui a justifié les modifications des articles 16, 49 et 50, 22, 23 également du livre de procédure fiscale. La définition des modalités de mise en œuvre de la facturation électronique. Donc, dans la continuité de l'institution de la facturation électronique, le législateur est venu prévoir un acte réglementaire qui sera pris doit définir les modalités d'application de mise en œuvre de la facturation électronique, ce qui fait que la facturation sur papier doit continuer. Elle va continuer en attendant
la mise en œuvre définie par l'acte réglementaire. Nous avons les modalités de paiement des droits de conservation foncière. La mise en exergue de l'obligation de paiement des droits de la conservation foncière à l'occasion de l'enregistrement. Nous avons tantôt développé ou bien présenté qu'il était dissocié les droits d'enregistrement et de l'immatriculation foncière dans les articles 443 et 641 du Code général des impôts. Toutefois, la modalité de paiement ou bien la modalité d'exigibilité, la condition d'exigibilité reste l'enregistrement. Donc, ces droits restent dus au moment de l'enregistrement des actes en question. Ce qui a justifié la modification de l'article 97 du livre des procédures fiscales. Le réaménagement du délai de réponse de l'administration et l'extension du recours hiérarchique. Donc, ici, le délai de réponse aux observations du contribuable court désormais à compter du jour de l'expiration du délai imparti au contribuable pour former ses observations et non à compter de la date de la transmission de ces observations. En réalité, lorsqu'il y a un contrôle et qu'il y a une notification d'un redressement, le contribuable a le droit de formuler des observations. Et ces observations, lorsqu'il les formule, il bénéficie d'un délai de 45 jours lorsqu'il s'agit d'une vérification générale de comptabilité et de 22 jours pour une vérification de comptabilité sur pièce ou bien sur pièce. Donc, à partir de 2026, l'administration fiscale n'est plus tenue à compter du jour où les observations ont été données, puisqu'on parle de 45 jours. Si en 15 jours, le contribuable a déposé ses observations, avant, le délai courait à partir de cette date. Maintenant, il faut que le délai de 45 jours, même si les observations sont déposées avant ce délai, c'est le délai de 45 jours. Après le délai de 45 jours que l'obligation ou bien le délai imparti à l'administration fiscale pour formuler une notification de redressement définitif ou l'acceptation des observations du contribuable court. Donc, le droit d'être entendu pendant le contrôle est étendu au contribuable en cas de contrôle sur pièce. En réalité, en cas de contrôle de comptabilité, il était prévu le droit d'être entendu, ce qu'on appelle le recours hiérarchique, le droit d'être entendu du contribuable pendant toute la période de contrôle. Et c'était prévu pour la vérification générale de comptabilité. Cette fois-ci, elle a été étendue au contrôle sur pièce, ce qui est un renforcement des garanties du contribuable en cas de contrôle sur pièce. Donc, dans la continuité de cette extension aussi, il est prévu aussi que avant, en cas de contrôle sur pièce, la notification définitive de redressement venait instantanément avec l'avis de mise en recouvrement. Et qui parle d'avis de mise en recouvrement parle de pénalité aussi. Donc, à partir de 2026, l'avis de mise en recouvrement ne sera pas suivi instantanément de la notification, mais elle sera différée. Ceci permettra donc aux contribuables de procéder au paiement de l'impôt réclamé ou bien de l'impôt dû ou de formuler un recours pour ainsi éviter les pénalités liées à l'avis de mise en recouvrement.
Donc, on passe à l'institution d'un délai entre la notification définitive et la mise en recouvrement et l'avis de mise en recouvrement lors du contrôle sur pièce. Donc, c'est ce qu'on expliquait, j'ai expliqué tout de suite. C'est-à-dire qu'avant, la notification venait en même temps avec l'avis de mise en recouvrement. Cette fois-ci, elle a été différée, ce qui fait qu'il y aura une période entre la notification définitive et l'avis de mise en recouvrement permettant aux contribuables de faire un recours pour éviter les pénalités liées à la mise en recouvrement ou de procéder au paiement avant de recevoir l'avis de mise en recouvrement. Nous avons la prorogation du délai d'instruction des réclamations précontentieuses. Donc, il est prévu pour le contribuable la possibilité de contester un impôt ou bien, bon, l'établissement d'un impôt ou bien la liquidation d'un impôt qui lui est réclamé. Donc, elle procède à une réclamation si elle estime que l'imposition n'est pas régulière. Elle procède à une réclamation auprès de l'administration fiscale. Donc, l'administration fiscale disposait avant de 2 mois avec une prorogation additionnelle d'1 mois. Cette fois-ci, ce délai passe à 3 mois pour l'administration fiscale pour pouvoir répondre à la demande ou bien à la réclamation précontentieuse formulée par le contribuable. Donc, cette réclamation, lorsque vous envisagez de saisir une juridiction compétente, donc, il faut d'abord procéder à cette réclamation précontentieuse de façon hiérarchique. Il faut d'abord réclamer devant l'administration fiscale qui dispose de 3 mois pour répondre et d'une prorogation d'1 mois si nécessaire. L'extension de la garantie du paiement de la créance du trésor. Donc, avant, pour le paiement de la créance du trésor des impôts, donc, il fallait, bon, il y avait plusieurs moyens de paiement, dont le chèque. Donc, avant, lorsque un chèque était émis pour le paiement des impôts, lorsque l'impôt n'était pas encore, ou bien le chèque n'était pas encore payé, l'administration fiscale maintenait sa créance. Donc, l'émission de chèque ne justifiait pas encore l'extinction de la créance, donc il fallait le paiement. Donc, le législateur a décidé d'étendre cette mesure à d'autres moyens de paiement qui sont le billet à ordre et les obligations cautionnées. Cela vise à renforcer les garanties de recouvrement des créances du Trésor. Passons à la clarification sur la partie fiscale supportée par l'État dans le cadre des marchés sur le financement extérieur. Donc, en effet, dans le cadre des marchés publics sur le financement extérieur, les impôts sont dus. Les impôts sont dus par le contribuable comme en droit commun. Donc, les impôts dus au titre du droit commun sont applicables. Il n'y a pas d'exonération possible pour les marchés sur le financement extérieur. Sauf que pour les opérations qui sont financées en partie totalement ou totalement par des subventions non remboursables, la partie fiscale est supportée par l'État. L'impôt est dû, mais la partie fiscale est supportée par l'État. Donc, avant, la partie fiscale n'était pas bien définie par le législateur, ce qu'il est venu préciser en déterminant que la partie fiscale est entendue au titre des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, ainsi présenté, c'était la dernière modification subie par le livre de procédure fiscale.
Donc, pour conclure, nous retenons que la loi de finances exercice 2026 se distingue par son caractère à la fois innovant et réformateur. Elle ne se limite pas à un simple instrument budgétaire, mais s'affirme comme un véritable levier de politique économique et sociale. Elle introduit des mesures incitatives fortes, modernise le cadre juridique et ajuste plusieurs dispositions afin de clarifier, préciser ou harmoniser les règles existantes, tout en cherchant à élargir l'assiette fiscale et à sécuriser les recettes de l'État. En définitive, la loi de finances exercice 2026 traduit la volonté du législateur de mobiliser davantage de ressources, de favoriser la compétitivité des secteurs productifs et de renforcer la transparence et la sécurité juridique des relations entre l'administration et les contribuables. Elle marque une étape importante dans l'évolution du système fiscal. Voilà ainsi nos propos pour conclure cette présentation que nous venons de faire. Nous vous remercions de votre attention. Alors, merci beaucoup, M. Larrey, pour votre présentation. Chers participants, permettez-moi, avant d'ouvrir la séquence d'échange, de vous proposer un temps de synthèse de l'excellente présentation qui a été faite tout à l'heure par notre expert, afin d'en dégager les enseignements structurants et les impacts pratiques. Notre expert, dans sa communication, nous a livré une analyse structurée et très complète des innovations, mutations et implications pratiques de ce texte fondamental. Comme cela a été souligné en introduction, la loi de finances est bien plus qu'un instrument budgétaire. C'est un levier essentiel pour le législateur afin qu'il procède régulièrement aux innovations et modifications des dispositions fiscales et douanières, notamment celles du Code général des impôts et du livre des procédures fiscales. L'exercice 2026 ne fait pas exception et se distingue par son caractère à la fois innovant et réformateur, visant à mobiliser des ressources tout en favorisant la compétitivité et la transparence. L'analyse de notre expert s'est donc articulée tout naturellement autour de deux axes majeurs. Alors, il a parlé des innovations dans une première partie et des modifications apportées aux mesures propres de la loi de finances, au Code général des impôts et du livre de procédure fiscale. Les innovations de la loi de finances SI 2026. Nous avons les innovations propres aux dispositions de la loi de finances. Ces mesures sont souvent temporaires ou spécifiques et ne sont pas incorporées dans les codes permanents. Avant d'aborder les nouveautés, notre formateur a rappelé plusieurs régimes incitatifs non reconduits, notamment les avantages fiscaux et douaniers sur l'importation des véhicules électriques neufs, la réduction des droits d'accise sur les produits naturels locaux certifiés, la suspension de la taxe sur les véhicules à moteur TVM pour les véhicules commerciaux, entre autres. Les trois nouvelles mesures majeures sont, d'abord, l'exonération de la TVA pour l'alimentation animale et les produits locaux transformés. Du 1er janvier au 31 décembre 2026 sont exonérés de la TVA les provences, c'est-à-dire les aliments composés et compléments destinés à l'alimentation des produits locaux de l'élevage et de la pêche. Les produits locaux de l'élevage et de la pêche transformés par les exploitations dûment enregistrées, bien entendu. L'objectif étant de promouvoir les produits locaux et soutenir ces secteurs clés. En second lieu, nous avons le paiement différé des droits d'enregistrement pour les jeunes et femmes entrepreneurs. Normalement, les droits d'enregistrement sont dus dès la présentation du marché pour l'enregistrement. Innovation,
pour les jeunes et femmes entrepreneurs bénéficiant des marchés publics qui leur sont réservés, c'est-à-dire 25% des marchés publics, le paiement peut être différé. Le paiement est donc effectué par une retenue à la source opérée par le Trésor public, soit lors du versement de l'avance de démarrage, soit au premier acompte. Le bénéficiaire doit tout de même remplir une condition, c'est-à-dire faire une demande et verser la compte de minimum de 5 000 francs lors de la formalité d'enregistrement. Troisième mesure, pour promouvoir l'employabilité des personnes en situation de handicap, le législateur togolais a prévu des avantages fiscaux en faveur des entreprises qui emploient ou emploieront ces personnes en situation de handicap. Enfin, pour terminer, il a été également institué une taxe sur l'exportation des noix de cajou brutes, des graines de soja et des noix de karité. Parlant à présent des innovations apportées dans le Code général des impôts et le livre de procédure fiscale. Innovation dans le Code général des impôts. Entre autres, nous avons l'imposition des gains tirés par les joueurs de jeux de hasard. Nous avons la détermination de la valeur locative des terrains à usage industriel. La nouvelle règle, c'est celle-ci. La valeur locative est déterminée. OK, un souci de caméra. La nouvelle loi, la valeur locative est déterminée en appliquant un taux de 6% à la valeur vénale de l'ensemble des locaux, les installations, les terrains. Parlons à présent des innovations dans le livre de procédure fiscale. Le législateur, selon l'expert, a défini le régime fiscal du rescrit fiscal, institué la facturation électronique et prévu des mesures conservatoires. Parlons par exemple de l'instauration de la facturation électronique. L'expert a relevé à juste titre que la loi des finances 2026 rend la facturation électronique obligatoire entre redevables de la TVA, impliquant l'abandon progressif du format papier. La facture électronique certifiée s'entend de toute facture créée, transmise et reçue sous forme électronique respectant les exigences légales. L'objectif étant, ou l'intérêt, c'est de faciliter la taxabilité de la TVA pour l'administration fiscale. Le mécanisme sur papier reste tout de même en vigueur jusqu'à la mise en œuvre effective de l'acte réglementaire. Le second mouvement de la présentation de notre expert a été amorcé sous l'angle des modifications des mesures propres, aussi bien à la loi de finances, les dispositions du Code général des impôts et le livre de procédure fiscale. Modification des mesures propres à la loi de finances, les dispositions du Code général des impôts et du livre de procédure fiscale. D'abord, les modifications du Code général des impôts. Nous avons par exemple la redéfinition de l'assiette de la taxe sur les entreprises de télécommunications éthiques. Cette taxe a été créée certes en 2025, mais voyait initialement son assiette reposer sur les recettes de tous les services vendus. Modification importante, l'assiette est désormais réduite et strictement définie. Elle est constituée du chiffre d'affaires hors taxe généré uniquement par la fourniture des services de télécommunication mobile, après déduction bien entendu des charges d'interconnexion, d'accès et de partage payés à d'autres opérateurs au Togo. L'objectif étant de clarifier l'application de la taxe et alléger potentiellement la charge fiscale sur les activités non mobiles. Parlons maintenant des modifications apportées au livre de procédure fiscale. Pour ne citer que deux mesures, puisque le formateur ou l'expert en a cité plusieurs, nous avons les modalités de mise en œuvre de la facturation électronique. En second lieu, la clarification de la partie fiscale supportée par l'État. Le contexte. Lorsque les marchés publics sont financés en partie ou totalement par des subventions non remboursables, l'État supporte la partie fiscale. L'objectif, c'est de sécuriser et de clarifier la répartition des charges fiscales dans le cadre des financements extérieurs. On peut retenir en conclusion
après la présentation, j'espère que la loi des finances est, en substance, un texte équilibré, cherchant à moderniser le cadre juridique tout en poursuivant des objectifs économiques ciblés. Elle marque une étape importante. D'abord, soutien à l'économie par des incitations fiscales fortes, notamment exonération de la TVA pour l'élevage et le soutien aux PME détenues par les jeunes entrepreneurs, le paiement différé de la taxe d'enregistrement. Nous avons en second lieu une modernisation et la transparence par l'institution de la facturation électronique, par exemple, et la clarification de l'assiette de certaines taxes. Toujours en faveur de l'économie, c'est de renforcer la transparence et la sécurité juridique des relations entre l'administration et les contribuables, exemple de la formulation du rescrit fiscal. La loi de finances 2026 marque clairement une étape importante dans l'évolution du système fiscal et budgétaire. Elle impose aux entreprises une lecture proactive et une anticipation accrue et une adaptation rapide. À cela, j'ajouterai très rapidement que la technicité croissante de la loi de finances, la multiplication des mécanismes dérogatoires, l'élargissement de l'assiette fiscale et la sophistication des procédures imposent un accompagnement professionnel structuré et anticipatif. Je voudrais vous renouveler, cher expert, M. Larry Girard, chers collègues et amis, pour cette présentation un peu plus claire, dense et résolument orientée vers la pratique, qui nous permet de mieux transformer le test fiscal en un outil de décision et de stratégie. Je voudrais donc proposer aux participants qui sont avec nous la séquence des questions-échanges. Vous avez la possibilité de poser des questions et l'expert, notre formateur, se fera le plaisir d'apporter des éléments de réponse. Vous pouvez également prendre la parole pour faire des contributions, des apports, pour enrichir davantage le débat. Je vous remercie. Voilà, un souci technique qui vient d'être réglé. Je pense qu'on peut procéder maintenant à la série des questions-réponses. Alors, chers participants, vous pouvez activer votre micro, vous vous présentez et vous posez votre question. Cédric Normand. Ah, lui, c'est une réaction. Monsieur Agodi, Oui, vous bonjour. pouvez activer votre micro et poser votre question à notre expert qui vous répondra. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous me recevez? Oui, allez-y. Oui, allez-y. Bonjour. Merci beaucoup à Monsieur Larrey pour la présentation et cette lecture analytique de la nouvelle loi de finances exercice 2026.
Je pense que la présentation a été claire et bien structurée. Félicitations pour l'éclairage que vous avez apporté. Alors, j'ai principalement deux questions. L'une porte sur les modifications apportées au Code général des impôts et l'autre porte sur les modifications apportées au livre des procédures fiscales. Alors, pour ce qui concerne les modifications apportées au Code général des impôts, mon inquiétude porte sur l'article 36 en ce qui concerne l'exonération des gains tirés des paris et autres jeux de hasard. Alors, ici, nous constatons que l'administration a exonéré ces gains à hauteur de 500 000 francs. À supposer que un parieur gagne un gain ou bien un ticket à hauteur de 600 000 francs. Est-ce que c'est la partie excédentaire, c'est-à-dire les 100 000 francs qui seront soumis à la retenue de 5%, ou bien c'est le total des 600 000 francs qui seront soumis à la retenue de 5%? Bon, d'après votre compréhension, j'aimerais avoir votre position là-dessus. La seconde question, l'article 4 du livre des procédures fiscales sur le rescrit fiscal. Et comme vous l'avez si bien développé, lorsque l'administration fiscale donne sa position sur une question donnée et que par après, l'administration fiscale revient sur sa position, cette dernière est tenue d'en informer le contribuable. Alors, à supposer que dans un cas, l'administration fiscale donne sa position sur une question qui met à la charge du contribuable une charge beaucoup plus lourde et que l'administration revient sur sa position tout en donnant une nouvelle position qui met à la charge du contribuable une charge beaucoup plus allégée et que l'administration n'informe pas, dans ce cas, le contribuable. Alors, étant donné qu'il y a un enjeu, bien évidemment, l'administration va peiner à informer le contribuable. D'après vous, quelles sont les actions que le contribuable peut mener dans ce sens? Donc, voilà en tout les deux questions. J'avais oublié de me présenter. Je suis Noël Lapelete Aboudi, juriste fiscaliste. Je vous remercie. OK. Merci, M. Noël Lapelete, pour votre contribution. Il me semble que vous avez posé essentiellement deux questions après avoir remercié l'expert pour sa présentation. Celle-ci, du moins la première, porte sur l'article 36 du Code général des impôts, notamment sur la partie des gains. Monsieur l'expert, vous avez parlé dans votre présentation de l'imposition désormais des gains qui ont été réalisés dans le cadre des jeux de loterie, des jeux de hasard. Il veut savoir, de ce que j'ai compris, si c'est dans l'exemple concret de 600 000 francs, si c'est de toute la partie, tout le gain de 600 000 francs réalisé qui va être imposé, ou bien c'est au-delà, puisque moins de 500 000 francs, ce n'est pas imposé. Ce sera donc 500 000 francs qui sera imposé, ou bien c'est le gain total qui va être imposé. Donc, c'est la question. Et la seconde question a trait au rescrit fiscal, les actions que le contribuable peut mener pour entrer dans ses droits. Merci, M. Agboji, pour vos mots de félicitations pour la présentation. Et donc, pour votre question, je me permets de relire l'article 36. Il dit sont également exonérés
les gains tirés des paris et autres jeux de hasard dont le montant n'excède pas 500 000 par gain. Donc, sur cette partie, j'avoue que l'interprétation est un peu plus peut-être complexe, mais nous allons dire ce que nous comprenons par ce texte. Ils sont exonérés les gains tirés des paris ou autres jeux de hasard dont le montant n'excède pas 500 000. Ma compréhension, c'est que les gains n'excédant pas 500 000 ne sont pas imposés. Mais lorsqu'ils excèdent 500 000, ils seront imposés. Au même moment, c'est que si on en arrive à là, si on est à 600 000 et que tous les 600 000 doivent être imposés, on est dans une situation d'inégalité devant l'impôt, puisque si je gagne 550 000, par exemple, ou bien restons sur vos 600 000, si je gagne 600 000 et que c'est sur tous les 600 000 que je dois payer l'impôt et que l'autre gagne 400 000 et qu'il ne doit pas payer l'impôt sur ces 400 000, je pense qu'il y aura une inégalité. Et donc, ma compréhension de cette disposition, c'est que c'est la marge au-delà de 500 000 qui doit être imposée, c'est-à-dire 100 000. Donc, celle-ci est mon interprétation de cette disposition de l'article 37 de cette exonération prévue, puisque si on l'applique au montant total de 600 000 et que quelqu'un qui gagne 400 000 ne soit pas imposé, on est dans une situation au moins d'une inégalité devant l'impôt. Donc, pour ma part, l'application sera peut-être faite sur le surplus des 500 000, puisque la disposition n'est pas totalement explicite sur la question. Concernant le rescrit fiscal, si j'ai bien appréhendé votre question, elle consiste à savoir si, après le rescrit fiscal ou bien l'interprétation, la nouvelle interprétation de l'administration fiscale concourt à avoir moins d'impôts à payer, comment on pouvait rentrer dans ces droits. Donc, pour moi, déjà, c'est aussi dans la situation où nous payons l'impôt. Par exemple, quand nous payons l'impôt, au final, l'impôt est payé, par exemple, l'IS est payé par acompte. Et lorsque nous allons déposer les états financiers, nous avons maintenant l'IS dû. Et à ce titre, on peut avoir un crédit d'impôt ou bien un impôt à payer de surplus. Je crois que dans cette situation, si on a payé plus, il va falloir faire une démarche auprès de l'administration fiscale pour qu'elle constate qu'on a payé plus et ce plus de payé sera en réalité considéré comme un crédit d'impôt. Donc, telle est la réponse que je peux apporter à votre question. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. Ok, d'accord. Monsieur Aboudi Apelete, Monsieur Larrey a apporté des éléments de réponse à vos préoccupations. J'espère que vous êtes satisfait. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez toujours prévenir, rebondir et éventuellement faire des apports. Oui, éventuellement, je comprends sa position, notamment sur l'interprétation de l'article 36. Vous me recevez? Oui, vous pouvez le confirmer. Alors, oui, je disais que je suis parfaitement d'accord sur son interprétation de l'article 36 nouveau de CGI, puisque si on fait un jeu de comparaison conformément aux dispositions de l'article 74 du CGI sur le barème imposant les revenus des personnes physiques, notamment les revenus de salaire,
on dit de 0 à 900 000, c'est exonéré. Donc, dans notre jeu de calcul, comme on le fait souvent, on sait que si ça quitte de 901 000 à tel montant, par exemple à 3 millions, on sait que c'est cette fraction-là qui est imposée. Donc, alors, de façon comparative, comme il a si bien soulevé, je pense que, alors, si le gain est de 600 000, c'est la fraction excédentaire, c'est-à-dire les 100 000 qui seront effectivement soumis à la retenue de 5%. Donc, ma soif est satisfaite. Et sur la question du respect fiscal également, je suis parfaitement d'avis avec lui. Et je vous remercie, Monsieur Larrey, pour votre rapport. Merci à vous. Je vous en prie. Alors, merci, monsieur Agboudi, pour votre contribution. On constate que vous êtes sur, je dirais, la même longueur d'onde, monsieur Larry, et vous, notamment sur la question de la partie imposable sur les gains issus des jeux de hasard. Merci. Autre contribution? Autre question? Nous avons quasiment 30 minutes, hein, donc n'hésitez pas. Oui, merci. Alors, monsieur Puissant, si vous êtes avec nous, vous pouvez parler. OK. Bonjour, chers tous. Merci pour la présentation. J'aimerais poser une question sur l'application de la TVA sur les prestations de services électroniques étrangères. Parce que dans votre présentation, vous avez dit que le législateur a réservé la détermination des modalités d'application du mécanisme de la TVA sur les prestations de services électroniques étrangères au ministre chargé des Finances. Mais bien avant que cet acte réglementaire soit défini, j'aimerais comprendre ce que le législateur entend par prestation de services électroniques étrangères. Est-ce que les sociétés, on est en train de parler du commerce en ligne des sociétés établies au Togo, ou qu'est-ce qu'on entend exactement par prestation de services électroniques étrangers? Merci. Merci, monsieur Puissant, pour votre... Merci, monsieur Puissant, pour votre contribution. Je pense que vous voulez une précision sur la terminologie utilisée par le législateur, notamment la prestation de services électroniques étrangères. Monsieur Larrey, vous avez des éléments de réponse à apporter à la préoccupation de monsieur Puissant. Vous avez la parole. OK, monsieur Puissant, on retourne aux dispositions du CGI, aux dispositions du CGI, notamment l'article 183 bis. Donc, d'ores et déjà, il faut pour nous ce qu'il veut. Le législateur n'a déjà pas défini, comme vous le constatez. Bon, je ne sais pas si vous avez le code, on va trouver l'article et vous allez voir. Il n'a pas en réalité défini ce qu'il entend par service électronique. OK, je vous suis. L'article 183 bis, lorsqu'en application des dispositions de l'article 183 du présent code, le lieu d'imposition d'une prestation de service électronique réalisée par une personne physique ou morale étrangère ou un prestataire de plateforme de commerce en ligne est situé au Togo. La TVA est collectée et reversée
pour le compte du fournisseur par l'intermédiaire qui a permis la réalisation de la transaction. Donc, ici, nous pensons qu'il s'agit bon, du commerce en ligne, par exemple, par, je pense, l'intermédiaire de Ali. On prend l'exemple d'Alibaba, puisqu'on parle du lieu d'imposition d'une prestation de services électroniques par une personne physique ou morale étrangère. Donc, déjà, on parle d'une personne morale, une personne physique ou morale étrangère. Il s'agit d'une personne physique ou morale étrangère qui preste pour, bon, enfin, un prestataire de plateforme ou un prestataire de plateforme de commerce en ligne au Togo. Donc, on prend l'exemple d'Alibaba. Supposons que vous achetez sur Alibaba. Donc, Alibaba fait une prestation du commerce électronique. Donc, l'intermédiaire qui doit permettre le paiement, voilà, le paiement de ce montant de la commande faite à Alibaba, il lui revient de pratiquer ou bien de reverser la TVA due sur cette prestation. Donc, le service électronique n'a pas été défini par le législateur. Donc, nous pensons qu'avec l'acte réglementaire, c'est ce qui sera fait. La modalité d'application, il sera défini de façon claire pour permettre une application ou bien la mise en œuvre de cet article. Nous l'avons relevé d'ailleurs en disant que cette précision vise à mettre en œuvre cette disposition prévue par le législateur togolais. J'espère que j'ai satisfait à votre soif. Merci beaucoup pour la réponse. Je pense que c'est bon. Nous allons attendre la réponse. Allez-y. Je dis merci beaucoup pour la réponse. Je pense que en l'état actuel de nos connaissances, c'est OK pour ma part. Nous allons attendre l'acte réglementaire pour pouvoir être mieux situés aussi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Alors, M. Larrey, vous allez, en termes d'éléments de réponse, on aura constaté au cours de votre présentation quand même que le législateur s'est donné à un type d'exercice pas toujours aisé, notamment la définition des concepts. Mais sur le point particulier du concept de prestation de services électroniques exercé par les personnes physiques ou morales étrangères, il est resté, disons, évasif. Il n'a pas défini le concept, ce qui donne lieu à des interprétations. Et vous disiez qu'en réalité, on peut mettre dans ce panier le commerce exercé en ligne par les acteurs de l'écosystème numérique. C'est ce que j'ai retenu de votre réponse. Et M. Pissant a semblé satisfait. Merci, M. Pissant, pour votre contribution également. Et nous sommes ouverts à d'autres échanges. Merci. Avons-nous une contribution, une question? Chers participants, vous êtes libres de poser vos questions. Nous sommes là pour les échanges. Constatons qu'il n'y a pas de questions. Oui, Monsieur Khalifa, vous avez levé la main.
Oui, bonjour. Je vous remercie d'abord pour la présentation. Donc, pour moi, ma question, c'est seulement concernant la partie fiscale supportée par l'État en cas de marché financé par des fonds extérieurs. Bon, de quoi s'agit-il exactement? Quelle partie fiscale et comment la mise en place sur quel mécanisme en fait ça va prendre en charge? Par exemple, pour la TVA, est-ce qu'il s'agit d'exonération ou bien régime suspensif de TVA? Est-ce que ça va être supporté par le système de chèque trésor, JECT? Juste si vous avez des explications supplémentaires concernant ce sujet. Alors, merci, Monsieur Khalifa, pour votre question. Je pense que l'intervenant voulait avoir des précisions sur le concept, du moins dans votre dernière présentation, dans la dernière partie, vous avez parlé de la partie fiscale supportée par l'État dans le cadre des financements extérieurs, subventionnés par les financements extérieurs. Si vous pouvez apporter davantage de précisions sur cet aspect, je pense que ça contenterait notre participant, M. Khalifa. Merci. Merci, M. Khalifa, pour votre intervention. Et vous voulez savoir comment il sera procédé à la mise en œuvre de cette partie fiscale. En réalité, il faut relever que c'est dans le livre de procédure fiscale que cela est prévu. Donc, la modalité n'a pas vraiment été définie. Bon, il faut avoir fait ou bien avoir mis en pratique cette mesure pour le savoir. Sauf que c'est plus dans l'importation. Donc, ce que nous pensons, c'est que lorsque les biens seront importés pour la réalisation de ces marchés, et normalement, les droits de douane et les taxes, la TVA sont dus au cordon douanier, sauf qu'ils seront déterminés, mais le contribuable sera en quelque sorte pas exonéré au terme strict du terme, mais il ne sera pas tenu de les payer puisque ça reviendrait à l'État de le faire. Donc, nous pensons que dans la pratique, il sera plus question de, disons, peut-être chèque de trésor, puisque l'exonération, ça voudra dire que la TVA même n'est pas due sur cette... la TVA ne doit pas être facturée. Mais là, nous sommes dans une situation où la TVA doit être facturée, sauf que le contribuable est porté par l'État. Donc, en fait, cette disposition n'est pas claire et n'a pas précisé comment la modalité d'application en fait de la partie fiscale. Ok, merci beaucoup. Merci pour les précisions. Merci, Monsieur Khalifa, pour votre intervention. Monsieur le formateur, l'espère essayer de apporter des éléments de réponse. Ce qu'on peut retenir essentiellement, c'est que la TVA, elle est facturée, mais elle est supportée par l'État. Le test n'a pas donné plus de précision que ça. Et donc, cela donne lieu à des interprétations. Donc, il faut attendre peut-être l'avis de Monsieur Khalifa, si vous nous suivez,
vous nous suivez, j'aimerais apporter cette précision parce que, bon, dans le dernier alinéa justement de cet article, nous constatons, ou bien du moins, nous relevons que les modalités d'application sont prévues par acte réglementaire. Donc, c'est par acte réglementaire. Donc, cet acte réglementaire doit être disponible. Donc, nous allons peut-être, vous pouvez nous contacter par mail pour que nous le mettons à votre disposition au besoin. OK, d'accord. OK. Merci beaucoup. OK. Merci pour cette précision, monsieur le formateur, cher expert. Il me semble que le support, peut-être à la demande des participants aussi, peut être mis à leur disposition. Ça, vous ne savez pas. L'acte réglementaire. Oui, le support de formation. Enfin, c'est à vous de voir. Donc, on verra. Alors, monsieur Puissant revient. Nous avons 2 mains levées. Nous allons leur donner la possibilité de poser leur question. Si vous permettez, moi, je vais faire une observation, ou du moins une observation par rapport à la réponse apportée à la dernière question. Et ce sera aussi un partage d'expérience. Généralement, sur les marchés publics sur financement extérieur, il y a un processus qui est établi par l'OTR. Il y a d'abord l'enregistrement du marché à la section enregistrement. Mais une fois que le marché est enregistré et que la section enregistrement détermine que c'est un marché sur financement public extérieur, le contribuable doit s'adresser à la division de la législation qui a prévu un comité d'étude des dossiers. Donc, la division de la législation va vous demander un certain nombre de documents à fournir physiquement et en ligne. On a en ligne le lien du guichet unique chèque trésor. Je pense que c'est guct.otr.tg. Donc, vous soumettez votre demande en ligne. Vous soumettez 3 exemplaires de tous les documents à la division de la législation située au siège de l'OTR. Et après étude de votre dossier en ligne de votre dossier soumis en ligne et soumis physiquement, il y a le comité qui va statuer, c'est le comité d'études fiscales et qui va déterminer le crédit d'impôt à supporter par l'État et qui comprend les crédits de douane et les crédits d'impôt. C'est-à-dire, les crédits de douane, on parle de consommation extérieure ou consommation à la porte, et les crédits d'impôt, on parle de consommation intérieure. Donc, c'est pour pouvoir utiliser ce crédit qui a été octroyé par le comité d'études fiscales de l'OTR. Le processus va suivre son cours avec la création d'un compte au Trésor public et disons que sur ce compte sera logé un montant alloué que vous pouvez véritablement utiliser ou utiliser dans la pratique par l'intermédiaire des chèques Trésor. Donc, par expérience, c'est le processus qui est établi jusqu'à fin 2025. Maintenant, en 2026, s'il y a peut-être une innovation, on verra. Mais à défaut d'innovation, je pense que c'est le processus là qui sera établi. Je vais me résumer. L'enregistrement du contrat à la section enregistrement de l'OTR, la soumission d'un dossier en ligne sur le lien guct.otr.tg, la soumission de 3 exemplaires du dossier à la division législation de l'OTR. Et maintenant, une fois que le dossier est validé par le comité d'études fiscales, un compte spécial sera créé au Trésor public et le contribuable pourra utiliser le chèque Trésor pour pouvoir bénéficier des droits de douane ou des droits d'impôt relatifs à ce marché. Merci beaucoup. C'était ma contribution par rapport à cette question. Merci beaucoup, monsieur Puissant, pour votre contribution. Je suis pas de tout commentaire ou de dénaturer vos propos.
Merci pour votre contribution, elle est fortement appréciée et cela contribue à enrichir davantage le débat et à éclairer tous ceux qui sont intéressés par l'opération. Merci beaucoup, M. Pissant. Cher formateur, peut-être un mot à ajouter? Aucun mot aussi grand, plus grand que le merci à M. Pissang. Et comme je le disais, c'était à la pratique de pouvoir, dans la pratique qu'il fallait pouvoir le déterminer. Donc, en résumé, je pense que pour répondre aussi à la question de l'intervenant sur, donc finalement, c'est le chèque, c'est pas, bon, enfin, la partie fiscale est finalement mise en œuvre par le chèque, les chèques du Trésor. Voilà, comme M. Pissang vient de le démontrer tout de suite. Merci beaucoup, M. Pissang, pour votre rapport. C'est moi qui vous remercie. Oui, M. Zouglo, vous êtes avec nous? Si oui, vous avez la main pour poser votre question. Oui, alors bonjour à tous, bonjour chers formateurs, merci pour la qualité de la formation. Je n'ai pas suivi de bout en bout la formation, bon, donc il y a des parties qui m'ont échappé. Ma question est de savoir si le taux de la RSL a été modifié ou bien ça reste tel quel est. Allô? Alors, M. Zouglo, merci de participer et de prendre part à ce webinaire organisé par le cabinet Zouti. Vous posiez une question disant d'emblée que vous n'avez pas quand même suivi la totalité de la formation. Le formateur est là. Il est là pour ça. Il va vous apporter les éléments de réponse relativement au taux. C'est pour savoir si ça a été relevé ou bien ça a changé. Merci. Merci, M. Zouglo, pour votre question. Vous posez la question de savoir si le taux de la RSL entendu retenu sur le loyer a été modifié. Non, il n'y a pas de modification par rapport à la retenue sur loyer. Donc, il n'y a pas de modification par rapport à cela. Merci, Ok, merci. cher formateur. Je pense que votre réponse est sans appel. Il n'y a pas de modification sur la retenue sur le loyer au regard de la nouvelle loi de finances. Merci, M. Zouglo. Si vous avez d'autres contributions, des apports ou éventuellement aussi revenir avec des questions. Merci, M. Zouglo. Bon, il est bientôt, on s'approche inexorablement de la fin de cette formation. Nous avons encore 3 minutes maximum. S'il n'y a pas de questions, nous allons peut-être donner la parole au formateur pour qu'il passe un tout petit mot de la fin afin que je puisse, on puisse conclure cette formation. Monsieur le formateur. Merci, mon cher collègue et ami Primus Gambazo. Et merci à mon cher collègue Primus Gambazo pour la modération qu'il a conduite avec main de maître. Et merci à vous, très chers participants. Merci d'avoir manifesté de l'intérêt pour ce webinaire. Notre objectif était de vous aider à comprendre
les innovations et les modifications apportées par la loi de finances exercice 2026. Nous sommes conscients que la fiscalité n'est pas la chose la plus facile à appréhender. C'était dans cette optique que le cabinet Zoti Avocat a prévu ce webinaire à titre gratuit pour ainsi apporter sa part de contribution pour l'évolution de nos entreprises au Togo. Donc, aucun mot n'est aussi grand que le merci pour votre participation. C'était un carrefour du donner, du recevoir, et nous avons donné et nous passons avant avoir reçu. Donc, la parole. Donc, nous nous assurons qu'il n'y a plus de questions et par conséquent, nous passons la parole à notre cher collègue Gangbazo qui a ouvert le bal et qui a l'obligation ou bien le devoir de le clôturer. Merci, monsieur le formateur, de me passer la parole. On s'est bien assuré de ce qu'il n'y a plus de questions. Chers participants, c'est bien cela. Sinon, le formateur vient de placer ses mots de la fin. Je vous remercie, retirer félicitations pour cette présentation un peu plus claire et dense. Alors, mesdames et messieurs, chers participants, nous arrivons au terme de ce webinaire et une chose est certaine, la loi de finances 2026 ne se contente pas d'ajuster des curseurs. Elle définit les équilibres, impose de nouveaux réflexes et appelle plus que jamais à une lecture stratégique et anticipative du droit fiscal. À travers cette analyse, il ressort clairement que les innovations introduites, les mutations opérées et leurs implications pratiques exigent des acteurs économiques et de leurs conseils une montée en vigilance, mais aussi en agilité décisionnelle. En d'autres termes, la conformité ne suffit plus. C'est la maîtrise éclairée du cadre fiscal qui devient un levier de compétitivité et de sécurisation des opérations. Je tiens à adresser encore une fois mes remerciements appuyés à M. Gérard Larrey pour la clarté de son propos, la profondeur de son analyse et son souci constant de relier la norme juridique aux réalités opérationnelles. Sa présentation illustre parfaitement ce que nous recherchons tous, transformer la complexité fiscale en un outil de pilotage stratégique. Ce premier webinaire du cabinet Zoti Avocat s'inscrit dans une dynamique durable, celle d'un espace de réflexion, de partage et d'accompagnement au service des entreprises, des investisseurs et des praticiens du droit dans un environnement africain de plus en plus interconnecté aux standards internationaux. Merci à vous, chers participants, de votre attention, pour votre engagement et la qualité des échanges. Le rendez-vous est donc pris pour les prochaines initiatives du cabinet. Je vous souhaite, ici là, une excellente fin de matinée et au plaisir de vous retrouver très prochainement. Merci encore une fois.